Trois gardiens de phare, isolés sur un rocher battu par les tempêtes écossaises. Et un soir de décembre 1900, ils disparaissent sans laisser de traces. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Le 26 décembre 1900, le bateau à vapeur Hesperus fendait les eaux glacées de l'Atlantique Nord en direction de l'archipel des Flamands. Le ciel était lourd, chargé d'un gris métallique, et les vagues frappaient la coque avec une régularité menaçante. À son bord, le capitaine James Harvey et quelques hommes de relève venus apporter vivres, courriers et remplacer les gardiens qui, depuis plusieurs semaines, veillaient au phare d'Éléane mort. Pour les marins, ce voyage n'avait rien d'inhabituel. Pourtant, une certaine inquiétude planait. Depuis plusieurs jours, la lumière du phare, censée guider les navires dans ces eaux parmi les plus traîtresses d'Écosse, restait obstinément éteinte. Les bateaux qui longeaient l'île faisaient état d'une obscurité inquiétante, comme si la vigie avait cessé de respirer. L'Hesperus approcha enfin du petit débarcadère de pierre, taillé à même la falaise. À mesure que l'île se rapprochait, les passagers se mirent à scruter la silhouette sombre du phare. Personne ne se montrait à l'entrée. D'ordinaire, au bruit des moteurs, l'un des trois gardiens descendait déjà les marches escarpées pour saluer le bateau, récupérer le courrier et échanger quelques mots. Là, rien. Le silence. Le vent qui hurlait dans les creux de roche et les goélands qui rôdaient. Le capitaine Harvey fronça les sourcils. Il ordonna de faire sonner la corne de brume du navire, plusieurs fois. L'écho se perdit dans les falaises. Toujours pas de réponse. Un des marins, Joseph Moore, fut désigné pour accoster. Le cœur battant, il embarqua dans la petite chaloupe, pagaya dans les vagues rugissantes, puis escalada les marches glissantes du débarcadère. À chaque pas, il se disait qu'il allait finir par croiser l'un des trois hommes, Thomas Marshall, James Ducat ou le jeune Donald MacArthur, remplaçant de dernière minute. Mais aucune silhouette ne se dessinait. Arrivé devant le phare, il remarqua aussitôt un détail troublant. La porte était fermée à clé, mais pas verrouillée de l'intérieur. Quand il la poussa fortement, elle céda aussitôt. L'intérieur était étrangement calme, trop calme. Dans la cuisine, la table était dressée. Reste de repas, un morceau de pain abandonné, une chaise renversée, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. L'horloge était arrêtée. Joseph Moore sentit un frisson courir dans son dos. Il parcourut toutes les pièces. Les lits étaient défaits, mais froids. Aucun signe de lutte, juste une atmosphère figée, comme si les trois hommes s'étaient évaporés quelques heures plus tôt. Revenu dehors, il se pencha sur la falaise. La mer grondait en contrebas, projetant ses gerbes d'écume contre les rochers. En descendant vers l'un des débarcadères secondaires, il aperçut des cordages éparpillés, une barrière métallique arrachée et un coffre lourd déplacé. Tout indiquait que les hommes avaient dû sortir en urgence, peut-être pour sécuriser du matériel en pleine tempête. Mais trois hommes, partis en même temps, sans prévenir,
Cela semblait absurde. Lorsqu'il regagna le navire pour annoncer sa découverte, son visage était blême. « Ils ont disparu », souffla-t-il simplement. Et ce fut le début du mystère d'Eleanmore. 3 gardiens de phare disparus sans témoin, laissant derrière eux un phare désert, une table figée dans le temps et une énigme qui, plus d'un siècle plus tard, n'a toujours pas trouvé de réponse. À peine la première stupeur passée, les marins débarquèrent sur l'île et pénétrèrent dans le corps du phare. L'air y était froid, légèrement humide, avec cette odeur caractéristique de pierre battue par les embruns. La petite bâtisse attenante servait de salle de vie et de bureau. Tout semblait figé, comme si les 3 gardiens avaient disparu au milieu de leur routine. Sur la table, un repas entamé, du pain durci, du fromage grossièrement découpé, une cruche d'eau à moitié pleine. Les chaises, repoussées à la hâte, renforçaient l'impression d'un départ précipité. Aucun signe de lutte, aucune vaisselle brisée, mais quelque chose d'indéfinissable clochait. C'est alors qu'un des enquêteurs remarqua un détail glaçant, un ciré jaune encore accroché à son clou, parfaitement sec. Chaque gardien possédait ce vêtement de pluie indispensable pour affronter les tempêtes. 2 avaient disparu, mais celui-ci restait là, inutile. Personne de sensé n'aurait mis le pied dehors sans lui. L'image de ce manteau abandonné, comme en attente de son propriétaire, pesa aussitôt sur l'atmosphère. Dans un tiroir entrouvert, ils découvrirent le registre quotidien, le journal de bord. Les pages, soigneusement remplies d'une écriture régulière, relataient la banalité des jours précédents. Inspection de la lampe, nettoyage des vitres, météo notée avec précision. Mais à partir du 12 décembre, la prose changeait. Les mots devenaient nerveux, parfois à peine lisibles. On pouvait lire. La tempête fait rage. James est inquiet. Les vagues frappent comme jamais. Le 13, une nouvelle note, encore plus troublée. Le vent hurle, les murs tremblent. Donald pleure et Thomas prie sans cesse, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il voyait quelque chose. Et enfin, le 14 décembre. La tempête n'en finit pas. Nous ne tiendrons pas. Que Dieu nous protège. En lisant ces lignes, les hommes de la relève se regardèrent décontenancés. Comment expliquer que 3 marins expérimentés, des hommes durs et habitués aux pires intempéries, puissent être réduits aux larmes et à la terreur? Après cette date, plus rien. Le registre s'arrêtait net, comme si la main qui écrivait avait été brusquement interrompue. Les hommes se regardèrent, blêmes, le carnet entre les doigts. Ce silence soudain, dans les pages, donnait plus de frissons que les mots eux-mêmes. Chaque objet, chaque détail renforçait le malaise. Une Bible ouverte reposait sur une table de chevet, une bougie consumée jusqu'au bout à côté. Dans une chambre, un lit défait, ses draps encore froissés, laissant penser à un lever précipité. Tout respirait la vie, et pourtant personne. L'un des enquêteurs écrivit plus tard que ce fut à ce moment précis qu'il sentit le poids du mystère. Le phare n'était pas vide, dit-il. Il était plein d'absence. Cette disparition allait nourrir pendant des décennies les débats
et les doutes. Ce carnet, était-ce une exagération, un délire écrit sous la peur, ou bien s'était-il réellement passé quelque chose d'inexplicable, d'assez terrifiant pour briser le mental du plus robuste des gardiens? Quelques heures à peine après avoir trouvé le phare désert, l'équipage du Hesperus se sépara en petits groupes pour explorer l'île. L'air était glacial, les bourrasques de vent giflaient les visages, et chaque pas sur les rochers détrempés résonnait étrangement dans ce silence absolu. Le capitaine Harvey, qui dirigeait la recherche, décrivit plus tard ce malaise. L'île semblait observer les hommes, comme si ces falaises abruptes dissimulaient une présence invisible. À chaque fois qu'un goéland poussait un cri, plusieurs marins sursautaient, la main crispée sur leur manteau lourd. Près du débarcadère, les fouilles ne révélèrent rien d'anormal. Pas de traces de lutte, pas de corps, pas même un objet personnel. Tout semblait figé, intact, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Pourtant, certains marins jurèrent avoir aperçu des empreintes de bottes dans la boue, trop nettes pour avoir survécu aux tempêtes qui balayaient l'île depuis des jours. Une trace qui menait vers les falaises et qui s'arrêtait brusquement au bord du vide. Plus loin, une équipe inspecta les abords de la grue servant à hisser les cargaisons. La corde était sectionnée nette, pendante, fouettée par le vent. L'un des marins, en posant la main dessus, dit avoir ressenti une drôle de vibration, comme si la corde avait encore récemment été tirée avec force. Son visage pâlit lorsqu'il remarqua que la corde se balançait encore, bien plus que ne le permettait le vent. D'autres explorèrent l'intérieur de l'île. Le sol détrempé exhalait une odeur de varech et de terre retournée. Un marin affirma que ses bottes s'enfonçaient plus que d'habitude, comme si la terre avait été ouverte, retournée récemment, puis grossièrement recouverte. Il lança une boutade nerveuse. On croirait presque une tombe fraîche. Mais personne ne rit. À mesure que la fouille avançait, un constat glaçant s'imposait. Il n'y avait aucune trace tangible de vie. Pas de corps, pas de sang, pas de restes d'équipements brisés. Et pourtant, les journaux de bord, découverts la veille, avaient parlé de tempêtes terrifiantes, de peurs paniques, de prières murmurées. Les écrits respiraient la terreur, mais le décor, lui, demeurait vide. Certains marins se mirent à murmurer que les gardiens n'avaient pas disparu par accident, mais qu'ils avaient été littéralement happés, avalés par l'île elle-même. Un sentiment insidieux rongeait les hommes. Ce sol, ce vent, ces falaises, tout respirait une hostilité lourde. Un vieux marin affirma même, la voix tremblante, qu'il lui semblait entendre des gémissements portés par le vent, comme des voix noyées appelant à l'aide. Quand le capitaine rassembla tout le monde pour faire le point, il nota dans son rapport cette phrase qui résume l'état d'esprit des marins. Nous ne craignons pas de trouver des corps. Nous craignons de ne rien trouver du tout. Et c'est exactement ce qui arriva. La fouille ne donna rien, sinon un silence plus lourd encore. À peine le rapport d'enquête rédigé, les hypothèses commencèrent à circuler. La disparition des 3 gardiens de phare d'Elean Mor devenait le sujet de toutes
les discussions, dans les tavernes comme dans les salons. Personne n'acceptait l'idée d'un simple mystère sans explication. La première théorie, la plus évidente, parlait d'un accident lié à la mer. Une tempête avait effectivement balayé la côte ces jours-là. On imagina que les 3 hommes, sortis pour sécuriser une grue ou des caisses de provisions, avaient été surpris par une vague géante, l'une de ces masses d'eau capables d'engloutir un homme en un instant. Le ciré, resté accroché, semblait pourtant contredire cette idée. Qui, en pleine bourrasque, aurait osé sortir sans son manteau de protection? Une autre hypothèse avançait un glissement de terrain. Les falaises de l'île étaient abruptes et glissantes. Il suffisait d'un pas de travers pour être happé par le vide. Mais que faisaient-ils tous ensemble dehors, alors que les règles prévoyaient qu'au moins un gardien reste toujours dans le phare? Cette question revenait sans cesse. Pourquoi aurait-il enfreint une consigne si stricte? Rapidement, des explications plus étranges virent le jour. Certains habitants parlaient d'un conflit entre les gardiens. L'isolement, les tempêtes, la solitude, autant de raisons pour faire éclater des tensions. Peut-être une dispute avait-elle dégénéré, menant à un drame, mais là encore, aucun signe de lutte n'avait été relevé à l'intérieur. Puis vinrent les rumeurs surnaturelles. Certains affirmaient que l'île était maudite depuis des siècles. On racontait qu'elle était hantée par des esprits de marins disparus ou par une créature sortie des profondeurs. D'autres allaient encore plus loin, parlant d'un enlèvement par des forces inconnues, anges, démons, voire même visiteurs venus d'ailleurs. Les plus religieux voyaient dans cette tragédie une punition divine, une main invisible venue rappeler aux hommes leur petitesse face à la mer. Enfin, une dernière hypothèse fut avancée, plus rationnelle, mais tout aussi troublante. Les gardiens auraient pu être victimes d'un désespoir commun. Certains parlent de folie partagée, ce phénomène rare où plusieurs personnes, enfermées dans le même environnement oppressant, finissent par perdre pied ensemble. Les notes du journal de bord, de plus en plus angoissées, semblaient donner du poids à cette idée. Malgré toutes ces théories, aucune preuve solide ne permit de trancher. La mer, indifférente, avait tout recouvert. Et dans le silence de l'île, l'histoire se transforma en légende, alimentant encore aujourd'hui débats et frissons. Depuis ce jour de décembre, le phare d'Elean Mor n'a jamais vraiment retrouvé la paix. Les gardiens suivants, envoyés pour remplacer les disparus, témoignèrent souvent d'un malaise étrange. Certains disaient qu'ils entendaient, par temps de tempête, des cris étouffés dans le vent, comme des voix d'hommes appelant à l'aide au milieu des vagues. D'autres affirmaient voir des silhouettes, au loin, figées sur les rochers, avant qu'elles ne disparaissent brusquement dans l'écume. La disparition des 3 hommes est restée une énigme totale. Les archives officielles, bien coordonnées et rigoureuses, n'ont jamais su offrir d'explications qui apaisent les esprits. Et plus le temps passait, plus la frontière entre fait réel et légende devenait floue. Aujourd'hui encore, les marins qui naviguent au large de l'archipel lèvent parfois les yeux vers la tour blanche d'Elean Mor. Certains accélèrent, d'autres murmurent une prière, persuadés que le phare n'éclaire pas seulement la mer, mais qu'il garde aussi les secrets des 3 hommes disparus.
Car au-delà des vagues et des pierres battues par le vent, il reste une vérité indiscutable. Le phare est toujours debout, mais les gardiens, eux, n'ont jamais été retrouvés. Pas encore, pas une trace. Rien d'autre que ce silence immense, ce vide qui, depuis plus d'un siècle, continue de hanter l'île. Et c'est peut-être là le véritable pouvoir d'Éléane Mort. Non pas sa lumière qui fend la nuit, mais ce mystère sans réponse, qui nous rappelle que la mer, parfois, reprend ce qui lui appartient et ne le rend jamais. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant et en activant la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et souvenez-vous, dans l'ombre, la vérité n'est jamais totalement éteinte.